Bonjour à tous, bienvenue à ce numéro 8 de notre série Nouvelle Terre sur le web avec l'auteur Eckhart Tolle. 8 signifie qu'il en reste encore 2. Dites-le à vos amis, ça va me manquer. Moi aussi. Oui, cela va me manquer. Alors que nous nous dirigeons vers ces derniers chapitres, c'est vraiment gratifiant d'entendre que tellement d'entre vous ressentent que leur engagement dans ce travail apporte un changement dans votre vie. Je sais que c'est ce que je ressens pour moi. Je voudrais une fois encore remercier tous les étudiants de tous les coins du monde qui nous regardent et qui ont le désir de s'éveiller à la raison d'être plus profonde de votre vie. La semaine dernière, une chose m'a frappée dans ce qu'Eckhart a dit. Vous avez dit, l'opposé de la mort n'est pas la vie, l'opposé de la mort est la naissance. La vie n'a pas d'opposé. Donc, je pense que c'est un bon endroit pour commencer notre moment de silence. Pouvons-nous aller dans le silence? La vie n'a pas d'opposé. La vie n'a pas d'opposé et vous pouvez peut-être, tout en faisant silence, vous ressentir vous-même comme étant la vie plutôt qu'une personne. La personne n'est là que pour quelques années, mais fondamentalement, vous êtes la vie qui s'expérimente elle-même temporairement en tant que cette personne. En tant que cette personne, cette personnalité, cet ego. Oui, mais à la base, vous êtes la vie qui est éternelle. Et donc, alors que vous devenez calme, il est facile de sentir que sous la personnalité, il y a de la vie, il y a une présence, il y a une conscience intemporelle. Et c'est la vie que vous êtes, au-delà de la forme. Et c'est pourquoi elle n'a pas d'opposé. C'est ça. Car elle est pour toujours. Oui, et les opposés n'existent que dans le monde de la forme. Dans le monde de la forme, je comprends cela. Donc, alors que nous faisons silence, que nous retrouvons le calme, voyons si nous pouvons simplement sentir qu'à l'arrière-plan, nous sommes vivants. Ou devrais-je dire plutôt, je suis la vie. Je suis la vie. Éternelle, intemporelle. Donc nous retrouvons le calme maintenant et nous rentrons en contact avec cette vie éternelle. Comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux de pouvoir se connecter avec ça, cet espace intérieur dont vous parlez au chapitre 8. Oui, et tout en rapport avec la découverte de l'espace intérieur. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Commençons avec un aperçu de ce que ce chapitre est. Quel est cet espace intérieur? Ce que vous venez juste de décrire. Je ne me rappelle pas quand ce terme est venu pour la première fois. Ça doit être alors lors d'une causerie. Je ne crois pas que je l'ai utilisé dans le pouvoir du moment présent. Je réalise que la plupart des gens, que le mental de la plupart des gens est rempli de trucs, rempli de pensées, une pensée après l'autre, rempli de pensées, d'émotions qui surgissent continuellement. Et la vie extérieure est remplie de choses qui impliquent le faire une chose après l'autre, une chose après l'autre. Ainsi, j'observe que dans la vie de beaucoup de gens, il semble ne pas y avoir d'espace. Sans cesse, il y a une chose après l'autre, une pensée après l'autre, une chose à faire, puis une autre, une chose après l'autre dont se préoccuper. Ainsi, j'ai remarqué cette absence d'espace en l'être humain. Et en fait, cet espace, ou cette grandeur intérieure, est ce qu'on pourrait également appeler le calme, le silence. Mais j'utilise différents termes parce que chacun des termes est une limitation. Quand on parle de calme, de silence, oui, il s'agit de calme, mais c'est bien plus vaste que cela. Oui, et plus vaste que le fait d'être calme dans le silence. Oui. Il s'agit donc de réaliser qu'à l'intérieur de vous, dans votre conscience, il n'y a pas seulement des objets qui apparaissent sans arrêt en tant que perception sensorielle. Vous expérimentez des choses, des perceptions sensorielles surgissent continuellement et chaque perception sensorielle devient un objet dans votre conscience.
Ensuite, il y a les pensées qui émergent sans discontinuer et chaque pensée devient également un objet qui se présente dans votre conscience. Maintenant, ce qui constitue la vie de la plupart des gens, l'apparition continuelle d'objets dans la conscience, et j'appelle cela la conscience des objets. Et c'est ce que la plupart des gens connaissent. Et ils se connaissent eux-mêmes également en tant qu'objets dans leur conscience. Ils ont une image de qui ils sont. Ils ont certaines opinions à propos de qui ils sont. Et ainsi, vous devenez un objet pour vous-même. Et c'est l'ego, donc pour la plupart, un objet mental. On se transforme soi-même en objet mental, puis on est en relation avec soi-même en tant qu'objet mental. C'est un peu fou, mais c'est normal. Et maintenant, l'incroyable réalisation, c'est là où la dimension spirituelle commence. Il n'y a pas de dimension spirituelle dans la conscience des objets. Vous pouvez trouver toutes sortes de doctrines qui ont l'air intéressantes ou même religieuses. Il n'y a pas d'espace. S'il n'y a pas d'espace en vous, pas de grandeur ou un trou s'ouvre soudainement entre les pensées. S'il n'y a pas d'espace, vous n'avez toujours pas contacté la dimension spirituelle. Et je crois que ce livre aide beaucoup de gens à trouver cet espace intérieur. Vous dites en page 227, pour que la santé mentale retrouve sa place sur notre planète et que pour que l'humanité accomplisse sa destinée, il faut que la conscience des objets soit contrebalancée par la conscience de l'espace. L'avènement de la conscience de l'espace constitue la prochaine étape de l'évolution de l'humanité. Par conscience de l'espace, j'entends qu'en plus d'être conscient des choses et des objets, perception, pensée et émotion, vous êtes conscient d'un courant sous-jacent de conscience. Donc, vous êtes non seulement conscient des choses, objets, mais vous êtes également conscient d'être conscient. Oui. C'est ce dont vous parlez. Oui, et c'est une chose incroyable. Au départ, si vous entendez simplement être conscient, le mental dit qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne pouvez qu'en faire l'expérience. Il vous faut faire l'expérience de ce que c'est pour savoir ce que cela signifie. Donc, pour être conscient d'être conscient, par exemple, vous pouvez le faire en regardant quelque chose. C'est pour les gens qui n'ont pas encore goûté à cela. Par exemple, vous regardez une fleur et vous êtes conscient de l'image, ce que vous voyez, la perception sensorielle. Maintenant, il y a cette question, pouvez-vous également être conscient de vous-même en tant que présence qui perçoit et sans laquelle il n'y aurait pas de perception? C'est juste. Et donc, c'est la conscience. Alors que vous regardez une fleur, je prends l'exemple d'une fleur parce que les choses de la nature peuvent plus facilement vous mettre en contact avec cette dimension. Alors que vous regardez une fleur, pouvez-vous vous sentir vous-même en tant que la présence qui regarde, qui rend possible la perception? Vous avez alors deux dimensions. Vous êtes conscient d'être conscient et vous êtes conscient de ce que vous regardez. Vous vivez dans deux mondes au même moment. Et cela signifie qu'à l'arrière-plan de votre vie, il y a soudainement une paix immense et intensément vivante. Vous êtes parce qu'être conscient d'être conscient est très paisible. C'est là que la véritable paix intérieure se manifeste. Et que si vous n'avez pas ça dans votre vie, si vous n'êtes pas capable de trouver cet espace entre le processus de pensée et la perception, vous n'êtes pas alors vous vous perdez dans les choses. Dans les choses. Et dans le monde. Vous vous perdez dans le monde et vous vous perdez dans votre propre mental. Vous êtes continuellement attiré par chaque pensée qui émerge. Oui, bien une chose, je sais que vous avez rencontré le docteur Gilles Bolteller aujourd'hui et je l'ai interviewé à mon émission The Soul Series sur XM Radio. Et pour ceux qui ont apprécié nos émissions avec Eckhart Tolle le lundi qui suivra notre dernière émission, je ferai une interview de lui sur le web. Docteur Gilles Bolteller est une scientifique du cerveau qui a eu une attaque cérébrale il y a plusieurs années. Avec cette attaque, elle a perdu l'utilisation de l'hémisphère gauche du cerveau, qui était le langage et l'ego et tout ça. Mais l'hémisphère droit est resté conscient, et elle était consciente d'avoir perdu l'ego. Et ce sentiment d'avoir perdu son esprit, son mental, dont vous nous avez parlé, s'est produit également pour elle avec cette attaque cérébrale. Oui. Je crois donc que ce qui lui est arrivé est ce dont nous sommes en train de parler. Elle est devenue consciente de la conscience elle-même. Elle est devenue consciente de la conscience. Oui.
par le biais de cette attaque. Oui, et en fait, quand on dit ça, quand on le traduit en mots, et les mots amènent toujours une sorte de dualité, quand je dis je deviens, je suis conscient de la conscience, ça donne l'impression que je serais séparé de la conscience. C'est à cause de la structure du langage. En réalité, ce qui se passe, c'est que la conscience est ce que je suis. Tout un chacun est la conscience en essence. La conscience devient consciente d'elle-même. Et vous ne le savez pas jusqu'au moment, et c'est pourquoi cette vidéo du docteur Gilles Bolteller se répand sur l'Internet, vous ne le savez pas jusqu'à ce que vous puissiez apaiser le mental suffisamment pour voir que vous n'êtes pas toutes ces pensées que vous avez dans la tête. Vous n'êtes pas vos pensées, mais vous êtes la vie elle-même. C'est aussi ce qu'elle dit dans son livre et ses conférences. C'est une merveilleuse réalisation, le moment où quelqu'un la vit pour la première fois, il y a juste un « oh ». Et cela vous libère de plein de choses qui avaient avant été si lourdes. Le monde peut devenir un fardeau pour les gens et votre propre mental peut de même devenir un fardeau. Il crée tant de souffrance dans la vie des gens. Si les gens devaient vivre avec une personne qui leur inflige toute cette même négativité qu'ils s'infligent à eux-mêmes avec leur propre mental, ils la quitteraient immédiatement. Mais vous ne pouvez pas quitter votre mental, vous pouvez seulement aller au-delà. Donc pouvoir être conscient de votre conscience, conscient de vous-même en tant qu'entité qui perçoit ou la présence qui perçoit, est réellement ce qu'est le véritable éveil. Oui. Oui, c'est l'éveil à qui vous êtes au-delà de l'apparence extérieure. Et c'est ce que nous faisons quand nous sommes en colère et que vous voyez votre ego s'enflammer et tout ça. C'est d'être capable de prendre du recul et de vous percevoir en tant que la conscience, vous observant en tant que la personne en colère. Oui. Oui, à l'arrière-plan. L'espace qui est entre cela. Et donc l'espace intérieur dont vous parlez est l'espace entre je suis en colère, je suis en train de dire toutes ces choses, et alors il y a l'autre soi qui observe cela. Oui, et maintenant, si vous êtes en colère et si la présence peut être à l'arrière-plan, cela veut dire que vous êtes déjà très présent, parce que cela n'est pas facile de demeurer présent quand la colère est là, parce que la colère a un immense pouvoir. Oui, mais si vous l'observez, alors vous pouvez vous dire je perds le contrôle. Vous savez, des gens ont fait cela. Vous pouvez vous dire je perds le contrôle, j'ai besoin de me calmer. Mais si vous savez que vous avez perdu le contrôle, vous ne l'avez pas perdu complètement. C'est juste. Et donc, s'il en est ainsi, si vous êtes submergé par la colère, vous n'avez pas été complètement envahi parce qu'à l'arrière-plan, il y a une connaissance à savoir. Oui, et je pense que beaucoup de parents ont expérimenté cela. Vous savez, quand vos enfants font quelque chose et ça vous contrarie tellement, et vous savez qu'à ce moment, je ne devrais pas essayer de les discipliner, car je suis trop en colère pour les discipliner. Cette partie de vous qui sait que vous êtes trop en colère pour les discipliner est cet espace dont vous parlez. Oui, et donc, si vous n'avez pas cet espace, vous êtes complètement dominé par la colère. C'est ça, cette chose qui vous permet de prendre le recul est ce dont vous parlez. J'ai compris, j'ai compris. Cette partie de vous qui dit « je peux prendre du recul et voir que je suis stupide ». Oui, et donc si vous savez que vous agissez de façon stupide, ça n'est pas... il y a là un bon sens qui observe la folie. Et si vous savez que vous êtes... Mais parfois les gens voient qu'ils sont stupides et ils continuent tout simplement. Oui, c'est possible aussi. Pour un temps, il peut arriver que certains vieux modes de comportement... Mais généralement, quand vous le savez, vous pouvez prendre du recul. Oui. Et celui qui sait est l'espace intérieur dont vous parlez. Oui. Il y a des années, est sorti le film Un homme d'exception concernant un scientifique. Oui, oui, avec Russell Crowe. Oui, et donc il est ici devenu le jouet des illusions. Ce scientifique, complètement absorbé par son mental, il a eu toutes sortes d'illusions. Et quelque part, au milieu du film, il reconnaît soudainement ses illusions et réalise qu'il est fou. Et au même moment, le spectateur le réalise aussi. C'est tellement bien fait que jusqu'à ce point du film, même le spectateur ne le sait pas. Il n'est pas bien sûr, oui. Et à ce moment-là, la guérison commence parce qu'avec la réalisation « je suis fou », la santé mentale jaillit. La présence qui observe est là. La présence qui observe. Après ça, il a pu aller bien à nouveau. La présence qui observe et l'espace intérieur sont-ils la même chose? Oui, mais l'observation ne doit pas être confondue avec le jugement. J'ai compris. Donc il n'y a pas de jugement, c'est clair, c'est comme un miroir.
C'est comme un miroir qui vous montre ce qui est là. Donc il y a littéralement deux dimensions. Il y a la personnalité qui agit, vous savez, la forme et les perceptions et tout ça. Et il y a l'observateur de cela. Oui, et l'observateur ne juge pas ce qui est observé. Il est simplement. Si l'observateur se met à juger, c'est le mental qui est revenu. Simplement c'est. Et l'observateur est intemporel. Et quoi que l'observateur observe, le comportement, les pensées, c'est conditionné par le passé. Donc vous amenez la dimension intemporelle dans ce monde du temps. Oui. Et ceux d'entre vous qui lisent le livre du docteur Gilbert Taylor, Stroke of Insight, ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, car elle a suivi également notre cours, c'est que ce qu'Eckhart appelle la conscience, je l'appelle le cerveau droit. Oui, cerveau droit contre cerveau gauche. Oui. Le cerveau gauche est parti, le cerveau droit est la conscience. Oui, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit avant, j'aime les messages dont je reçois à Oprah.com et j'en ai lu un que je voulais partager avec vous tous. Cela vient de quelqu'un qui s'est nommé Étudiant 99. Il écrit « J'ai vu beaucoup de messages de chrétiens concernés. Est-ce que Étudiant 99 est là? J'ai cru que nous l'avions sur Skype. » Bien, je ne veux pas dire ici... Dean, je sais qu'il n'est pas dans le building. Amenez-moi l'étudiant 99. Donc, étudiant 99, est-ce vous? Oui. Hello. J'aime cet email. J'apprécie le fait que vous ayez un visage et un corps, car vous étiez juste une entité sur le web pour moi. Vous dites sur votre email, j'ai lu de nombreux messages des chrétiens concernés qui se demandent si ce livre est une menace pour leur foi. Et vous dites qu'en tant que chrétien, vous ne pensez pas que c'en est une. Et voici pourquoi. Voulez-vous nous dire pourquoi? Car j'ai pensé que c'était un email tellement beau et vous savez, j'ai reçu certaines attaques de certains chrétiens. J'ai même été traité d'antéchrist, ce que j'ai trouvé un peu drôle pour avoir introduit ce livre au monde. Donc j'étais intéressée d'entendre ce que vous aviez à dire. Étudiant 99, donc le vrai nom est Alan de Gênes, dans l'Oregon. Hello Alan. Bonsoir Oprah, bonsoir Eckhart. Hello. Ok, vous y allez, je vais... Bien, essentiellement, vous savez, j'ai observé certaines personnes qui écrivaient, qui étaient dans une grande détresse, car ils ont ressenti que le livre était une attaque envers leurs croyances. Nombre d'entre eux n'ont pas lu le livre. Et donc, je voulais juste apporter un peu de perspective sur ça. De mon point de vue, j'ai ressenti que le livre des cartes m'a permis de faire plus que de simplement citer ce que Jésus a dit. Et en fait, cela m'a permis de comprendre la profondeur de ce qu'il enseignait et d'être capable de pouvoir mettre en pratique son enseignement au lieu de juste citer ce qu'il a dit. Bien, laissez-moi lire ce que vous avez dit spécifiquement, car je trouve que vous le dites magnifiquement ici. La plupart des chrétiens comprennent les concepts de la Bible sur le fait d'abandonner sa vie à Dieu et de vivre une vie aimante et de vivre dans la paix qui dépasse tout entendement. Les chrétiens peuvent citer Jésus comme « Soyez parfaits comme mon Père qui est aux cieux est parfait. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. » Ou « Vous devez mourir pour avoir la vie éternelle. » Ou « Renie-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi. » Malheureusement, tous les chrétiens n'ont pas réussi à mettre la parole en pratique. C'est parce que ces paroles orientent vers une transformation intérieure que certains chrétiens n'ont pas encore pleinement expérimenté. C'est pourquoi je recommande fortement ce livre. Vous dites, Alan, il fournit des outils très puissants pour suivre avec succès les enseignements de Jésus, au lieu de juste les citer. Le livre ne demande à personne de changer la religion de son choix, mais aide énormément à mettre en pratique avec succès la foi de chacun. En bref, vous dites, Alan, le livre montre comment pratiquer le pardon pour chaque personne et chaque situation. Il montre comment rayonner la lumière de la conscience sur notre haine inconsciente du moment présent et par là même permet de surmonter les soucis de ce monde. Si vous voulez aller plus loin que juste connaître Dieu au niveau de la pensée et expérimenter Dieu au niveau de la connaissance, je vous invite à nous rejoindre dans la lecture de Nouvelle Terre. Soyez bénis. Étudiant 99. N'est-ce pas bien dit, Eckhart? Oui, merveilleux, merci de dire cela. Merci pour ça. De rien, et vous savez, j'ai quitté l'église et j'ai fini par être capable d'y retourner à cause du fait de comprendre comment mettre en pratique les concepts de ce livre. Vraiment? Bien, c'est bien.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne lis pas les trucs négatifs car cela ne m'aide pas. Donc je suis seulement intéressée de parler aux gens qui veulent entendre ce que nous avons à dire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est vraiment OK. Je bénis chacun et le chemin qu'il suit, quel qu'il soit. Oui. Oui, et j'ai reçu des lettres de prêtres qui ont trouvé, aussi de religieuses et de moines bouddhistes, et ils ont trouvé que le livre était d'une grande aide. Ils ont exploré leur propre tradition avec plus de profondeur. Parce que quand vous plongez suffisamment dans votre propre tradition, finalement, dans toutes les traditions, finalement, vous arrivez au même endroit, à la même réalisation. Superficiellement, les traditions sont différentes. Il n'y a qu'un Dieu au centre. Oui, il n'y a qu'un Dieu. Je crois cela, la source de toute chose, de toute création. Donc Peter nous Skype de sa salle à manger à Phoenix en Arizona. J'aime voir où les gens sont. Est-ce que c'est vert la couleur? Est-ce du vert? C'est Oui, ma couleur favorite. Mon Dieu, quelle jolie couleur. Peter nous Skype de sa salle à manger à Phoenix, où lui et un groupe d'amis se rassemblent chaque lundi soir pour assister à notre cours. C'est génial. J'ai entendu que vous avez adopté un chien et l'avez appelé Oprah. Est-ce vrai? viens Oprah, viens. Laissez-moi la voir. Elle est venue à nous le soir de la première émission. La connexion était mauvaise et ça s'est arrêté. Et nous avions tout le monde rassemblé ici. Elle est venue dans ma vie ce soir-là. Waouh! Oh, qu'elle est mignonne. Elle porte bien son nom. C'est super, c'est vraiment super. Vous disiez que vous étiez accro à la cigarette pendant 30 ans, mais que vous aviez arrêté il y a 11 semaines après avoir lu Nouvelle Terre. Cela a un lien avec votre question, n'est-ce pas? Exactement, nous avons commencé notre groupe 4 semaines avant l'émission et nous lisions ce chapitre numéro 8. Donc j'ai appliqué les techniques pour arrêter de fumer et avec environ 5 minutes de travail et en environ 3 heures de temps, j'ai complètement arrêté. Pas de manque, plus d'envie de fumer, rien, pas de pouvoir de la volonté, rien de cela. C'était si facile, c'était étonnant. Qu'est-ce que vous avez appliqué? Devenir conscient des ressentis. J'allais finir mon paquet de cigarettes et je pensais que je devais aller au magasin. Mais quand l'envie de fumer est venue, je me suis dit, ok, soyons avec l'envie de fumer, ressentons-la, qu'est-ce que je ressens? Habituellement, nous réagissons et en fait, je suis assis là et fermé mes yeux et été dans le ressenti. Et l'envie a commencé à se dissoudre et elle est partie. Et environ 2 ou 3 heures plus tard, une autre envie est venue et j'ai fait la même chose. Cette fois, le ressenti est parti même plus vite. Et ensuite, finalement, quand elle est revenue une troisième fois, j'ai mis mon attention dessus et elle est complètement disparue. Elle est partie et n'est jamais revenue. Donc, est-ce que vous faisiez aussi, je pense qu'Eckhart suggérait cela dans la section des addictions, le fait de prendre des respirations profondes parfois quand vous ressentez l'envie, que ce soit pour les cigarettes ou la nourriture ou quoi que ce soit, prendre 3 respirations et voir ce qui se passe, si le ressenti se dissipe. Avez-vous fait cela? Oui, je l'ai fait. J'ai pris les respirations pour essentiellement créer le calme, pour devenir calme. Donc, j'ai pris des respirations longues et profondes pour amener le calme. Et ensuite, j'ai juste commencé à observer les ressentis, les pensées. Vous savez, j'ai essayé d'arrêter des centaines de fois et parfois pendant 2 mois avec succès. Mais il y avait toujours le pouvoir de la volonté qui était impliqué. Et il y avait toujours une envie là. C'était toujours présent quelque part dans mon esprit. Maintenant, ce n'est plus là. Je peux sortir avec mes amis le vendredi soir et ils peuvent tous être en train de fumer. Je n'ai même pas envie d'en prendre une. C'est incroyable ce qui vous est arrivé. C'était miraculeux. Et avez-vous pu appliquer les enseignements du livre à d'autres domaines dans votre vie? Je veux dire, pour moi, je me suis juste découverte capable de revenir à ma respiration au milieu de la journée, quand les choses deviennent plus folles. Je veux dire, quelque chose qu'Eckhart a dit dans un des premiers cours en rapport avec le fait qu'une respiration complète est une méditation. Eh bien, c'est là la question car j'ai d'autres problèmes. Une respiration consciente. Une respiration consciente est une méditation. Plutôt dans le livre, dans le chapitre où il parle d'aller plus bas que le processus de pensée. Et il a décrit ma situation exactement telle qu'elle est. Vous parlez, vous savez, de l'alcool, d'utiliser la nourriture et la télé pour aller plus bas que la pensée ou pour engourdir les sens, engourdir vos pensées et pour aller juste dans une sorte de transe si vous voulez. Et je fais ça beaucoup et j'ai essayé de casser cela en utilisant des techniques et je n'ai pas eu le même succès. Et vous dites aussi n'en faites pas un problème, mais je crois que j'en ai fait un problème, je voudrais aussi arrêter cela. Donc votre question est en rapport avec le fait d'utiliser ça avec plus de force en quelque sorte, pour l'alcool. Oui, particulièrement avec l'alcool et la nourriture, j'ai tendance à trop manger quand je suis fatigué et je veux juste me relaxer. La nourriture, l'alcool, la télé, ce sont des choses que j'utilise et cela vous amène plus bas que la pensée quand vous essayez d'aller plus haut.
Et et je le fais, sauf que je n'ai pas autant de succès et j'en suis très frustré. Eh bien, c'est une histoire merveilleuse de réussite, en tout cas concernant la cigarette, qui vous vous fait faire l'expérience de comment la conscience peut dissoudre les anciens modes de fonctionnement. Dans certains cas, de façon instantanée, et dans d'autres cas, ça demande plus de temps pour que la conscience dissipe l'ancien mode. Et la conscience doit être dirigée sur le mode de façon répétitive, quand il se présente. Et cela ne veut pas dire que la conscience rencontre le mode à tous les coups, que la conscience va gagner. Gagner peut ne pas être le mot juste, parce que bien sûr la conscience ne combat jamais rien. La conscience est juste là en tant que présence consciente. Mais donc diriger la présence consciente, par exemple, dans l'envie compulsive d'une boisson. Non qu'un ou deux verres soit un problème, mais si boire vous entraîne plus bas que la pensée, vous vous aiderez bien sûr beaucoup en amenant la présence dans l'envie forte quand elle surgit, de la même façon que vous avez procédé en retrouvant l'envie de fumer. Donc, avez-vous pratiqué cela? Avez-vous été capable de sentir l'envie de boire, d'y mettre alors la conscience? Et que s'est-il passé? Oui, et ça le reporte en quelque sorte, et au final j'échoue. Oui, je crois que je l'ai mentionné dans le livre, vous amenez la conscience et il peut bien arriver que le désir, l'envie compulsive, soit toujours là après 10 minutes de conscience. Je crois que j'ai mentionné ça. Ça ne veut pas dire que vous avez échoué. Ça veut dire que le désir est très fort. Et à ce stade, vous prendrez peut-être un verre. Et quand cela se reproduira, vous amenez à nouveau la conscience. Finalement, quelque chose arrivera au schéma, au mode. Il est très rare de réussir instantanément comme vous l'avez fait avec la cigarette. Certes, cela a lieu dans certains cas. Mais mettez de la conscience dans les vieux schémas de fonctionnement, quels qu'ils soient, les schémas de dépendance, les schémas de comportement. Amenez la conscience et ils finiront par ne plus pouvoir coexister. Donc, c'est une pratique permanente. Mais ne recherchez pas la perfection. N'attendez pas de vous-même d'être l'être humain parfait qui ne prend plus jamais un verre ou quoi que ce soit. Comme je l'ai dit à Oprah, j'apprécie un verre à l'occasion. Et j'ai dit « Wouh !» Et donc, ce qu'il dit aussi, et vous disiez cela au début, Peter, ne jugez pas. Et alors que vous commencez à pratiquer, et ce que je comprends dans ce que vous dites est que ce miracle que vous avez expérimenté avec les cigarettes est juste que parce que ça arrive rarement, que vous réussissiez dès la première fois et que ça marche immédiatement. Ce que vous dites est que plus vous appliquez cette pratique d'amener la conscience à ce désir ou cette envie forte, plus elle va diminuer graduellement. Elle va s'affaiblir. Oui. Vous pouvez aussi l'appliquer à d'autres choses, comme la dépendance à la télévision, que beaucoup de gens ont. Une journée sans regarder la télé serait terrible pour eux. Donc vous pourriez, comme pratique spirituelle, vous pourriez vous dire, un jour par semaine, je vais voir ce qui se passe si je ne regarde pas la télévision. Ne le faites pas le jour de la diffusion du Oprah Show. Merci pour ça, Eckhart, merci pour ça. Un jour par semaine, je vais pratiquer. Observez ensuite à l'intérieur de vous-même les ressentis, le besoin d'allumer la télé, le besoin d'être distrait, le besoin d'être stimulé, d'absorber ce qu'il y a à l'écran. Donc un jour, vous pratiquez. Merci beaucoup, Peter. Ce sont vos amis derrière. Oui, c'est mon groupe de lecture. Hello. Écartez-vous pour que nous puissions les voir, pour que je puisse faire hello à tout le monde. Hello tout le monde. Hello Oprah. Hello Bonsoir au groupe de Peter. C'est si génial là-bas à Phoenix. Oui, merci de nous regarder. Bye. Merci. Merci Peter. Merci beaucoup. Merci beaucoup et tout le meilleur pour Oprah. Elle est en de bonnes mains. Oprah est très mignonne. Oprah est très mignonne. Nous parlons de la chienne. Ok. Nous avons Eric au téléphone qui appelle de Copenhague au Danemark. Eric, quelle est votre question? Hello Oprah, hello Eckhart. Hello. Bonjour, ma question est en référence à la page 224 quand Eckhart écrit la phrase « Cela aussi passera ». Oui, et je ressens que c'est une phrase très puissante qui vous amène au moment présent et elle est aussi utilisée comme slogan dans un programme en 12 étapes.
Et quand quelqu'un a beaucoup vécu dans l'ego et l'abandon à la forme et qui a suivi ce programme comme moi il y a plus de 5 ans, et je suis impliqué actuellement en parrainant des nouveaux arrivants, suis-je en train d'agir trop dans l'ego en travaillant constamment ces 12 étapes et en partageant cela ainsi que vos concepts avec les autres? Et aussi, si c'est le cas, comment puis-je vivre en conscience et travailler sur ce programme avec les réunions et le parrainage sans que l'ego soit trop présent au premier plan? Eh bien, c'est une bonne question. Il s'agit de savoir si vous-même, continuez de le vivre quotidiennement. Si vous vivez la vérité de cela, cela aussi passera. Est seulement un indicateur pour un état particulier de conscience qui est un état de détachement. Non pas que vous soyez indifférent, mais c'est un état où vous êtes toujours profondément concerné. Mais il y a un détachement de ce qui se passe, un sentiment intérieur de liberté à l'arrière-plan. Donc quand vous utilisez ces outils, par exemple une phrase ou un indicateur, parfois les gens qui enseignent ces choses professionnellement, après un certain temps, arrêtent de pratiquer eux-mêmes. Ils ne les utilisent que comme une chose conventionnelle et l'ego peut alors revenir. Parce que vous pensez alors avoir tout compris. Oui, dans ce cas, vous ne vivez pas la chose, vous l'enseignez, mais vous ne la vivez plus vous-même. Et c'est la question à laquelle vous pouvez seul répondre. Vivez-vous toujours la réalité qui est au-delà de cet indicateur, ce que l'indicateur pointe? Et si vous vivez cela, l'ego n'a pas pris place et vous faites un travail excellent qui est d'une grande aide. Je sais que le programme en 12 étapes a été d'une très grande aide pour beaucoup de gens. J'en ai vu beaucoup qui ont découvert la spiritualité grâce à ça. Donc, je suis sûr que vous faites du bon travail. Continuez d'être vigilant et éveillé, de sorte qu'il y ait suffisamment d'auto-observation. Juste pour vous assurer que vous êtes vous-même toujours là, que vous venez de cet endroit, de sorte que le mental ne domine pas. Ok, Eric? Oui, ça semble super, merci beaucoup. Merci, Eric. Nous commençons car je pense que c'est une énorme partie du chapitre 8 et de la découverte de l'espace intérieur. Vous démarrez avec l'ancienne histoire soufie du Moyen-Orient à propos d'un roi qui est continuellement déchiré entre le bonheur et la dépression. En page 223, vous écrivez « La moindre petite chose le contrariait beaucoup ou provoquait chez lui une réaction vive et sa félicité se transformait vite en déception et désespoir. Vint un temps où le roi en eut finalement assez de lui et de sa vie. Il commença à se mettre en quête d'un moyen de s'en sortir. Il envoya quérir un sage qui vivait dans son royaume et que l'on disait illuminé. Lorsque le sage arriva à la cour, le roi lui dit « Je veux être comme toi. Peux-tu me donner quelque chose qui m'apportera l'équilibre, la sérénité, la sagesse? Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Quel est ce prix à payer ?» Eh bien, en premier lieu, bien sûr, le prix, le roi demandait, bon, combien cela coûte-t-il? Combien cela va-t-il coûter? Et le sage lui répondit, c'est d'une telle valeur que même tout votre royaume ne suffirait pas pour le payer. Maintenant, ce que cela veut dire, c'est que la chose principale de votre vie n'est rien d'extérieur. Ce qui est primordial dans votre vie, c'est votre état intérieur de conscience. J'ai compris cela. Et en comparaison à cela, vous pourriez détenir la plus grande fortune si vous êtes dans un état d'anxiété, de peur, de négativité. Rien ne vaut cela. Vous savez, dans la Bible et dans l'Église, je ne sais si c'est dans la Bible, et je sais qu'à l'Église, nous chantons ce chant, quel repos céleste. Donc, tant que vous n'êtes pas dans ce repos céleste, l'état extérieur dans lequel vous êtes n'a pas d'importance. Où que vous viviez, dans combien de mètres carrés, combien de voitures vous avez, quelle que soit la gloire que vous avez reçue dans le monde, tant que vous n'êtes pas dans ce repos céleste. Votre espace intérieur, vous n'êtes pas bien. Oui, et donc, c'est toujours garder ça à l'esprit. Est-ce que je fais un avec la vie en cet instant? Quel est mon état intérieur en cet instant? En toute situation, votre premier intérêt doit être votre état intérieur. Votre second intérêt est la situation extérieure. Parce que c'est seulement quand vous êtes dans un état intérieur de justesse, de présence, que vous pouvez traiter les situations extérieures de façon appropriée. Donc quel est le prix? Il n'y a pas de prix en termes de valeur monétaire. Rien de la sorte. On pourrait dire que le prix à payer, c'est abandonner le faux soi.
C'est le prix que vous payez. Le faux soi fabriqué par le mental. Le prix à payer est l'identification à ce faux. Même le faux je, le faux moi. Et c'est donc un prix à payer relativement bas, parce que c'est merveilleux d'abandonner cela. Et le sage donne au roi une bague. Et à l'intérieur de l'anneau, l'inscription est Cela aussi passera, cela aussi passera. Et il dit, quelle que soit la situation qui se présente dans votre vie, avant que vous ne la qualifiez de bonne ou de mauvaise, avant que vous ne réagissiez, avant que vous ne la jugiez, touchez cette bague et rappelez-vous l'inscription, et cela aussi passera. Maintenant, je trouve ça très utile. En fait, quand j'ai eu l'affaire l'année dernière à la crise qui a affecté mon école, c'est une des choses que je me suis dit chaque jour. Vis dans le moment présent. Gérons ce moment comme il vient et ce moment comme il vient et alors ce qui vient ensuite, je le gérerai ensuite. Et j'ai toujours su que cela aussi passera. Cela aussi passera marche très bien pour moi et je suis sûre pour beaucoup de gens. Si vous êtes dans une étape difficile dans votre vie, vous expérimentez un traumatisme ou un divorce ou quoi que ce soit, savoir que cela aussi passera. Mais quand je me sens heureuse et joyeuse, je ne veux pas penser cela aussi passera. À vrai dire, cela peut aussi être très paisible si vous savez que c'est passager. Mais vous avez tellement de bon temps et alors vous pensez cela aussi passera, donc ne sois pas trop heureuse. Si vous ne savez pas que cela aussi passera, que peut-il arriver? Vous allez intérieurement vous accrocher à la situation. Et si vous vous accrochez à la situation et qu'elle passe, ce qu'elle fera, ou si elle ne passe pas tout de suite, elle peut se prolonger un certain temps, même alors que vous êtes le seul fait d'être accroché signifie que de la peur arrive déjà. Oh, je vois ça. En vous accrochant, vous ne voulez pas que la situation vous quitte ou vous ne voulez pas la quitter. Le fait d'y tenir implique de la peur et cela signifie en fait que vous ne pouvez pas en profiter pleinement. Je viens d'avoir une super révélation, pas seulement pour moi-même, mais pour tous ceux que je connais, le mot-clé ici est s'accroche. Tellement de gens font ça dans les relations. Ils s'accrochent à une relation qui s'avère elle-même être transitoire. Elle continue vers un autre niveau. Et ce que font tellement de gens, ils veulent continuer de s'accrocher et la maintenir telle qu'elle était. Oui. Et elle est dans le processus de disparition. Oui. Et vous devriez la laisser partir. Oui, en permettant au changement de se produire et en devenant à l'aise avec le changement. Cela fait partie de « cela aussi passera » parce que nous vivons dans ce monde où les choses disparaissent continuellement. Les bouddhistes appellent ça l'impermanence. C'est l'une des vérités les plus profondes de Bouddha. Et le problème est là, quand vous vous attendez à ce que la situation soit telle qu'elle a toujours été, et c'est là où tellement de gens se retrouvent avec des problèmes, dans leurs relations particulièrement. Oui, et c'est une incapacité à lâcher prise, une incapacité à laisser aller les situations, les gens. Et au bout du compte, cela aboutit à la souffrance. Oui, juste récemment, une de mes amies me parlait de son mari qui lui a dit qu'il n'était pas sûr de vouloir rester dans leur relation. Il n'était pas sûr. Et il cherchait des conseils par rapport à ça. Et il dort maintenant dans une autre chambre et tout ça. Et elle essaye de s'accrocher et veut que les choses soient telles qu'elles étaient et veut avoir un bébé et tout ça. Et vous diriez, mettez cette bague. Oui, et surtout, ne vous accrochez pas. Si vous ne vous accrochez pas, cela veut donc dire qu'il n'y a pas de peur dans la situation. La peur vient du fait de s'accrocher, de ne pas vouloir le changement. Et donc, si vous abordez la situation sans peur, deux choses peuvent se produire, l'une ou l'autre. Dans une telle situation, la relation peut s'intensifier. Quand la relation traverse une crise, peut-être le temps est-il venu qu'elle s'achève, ou peut-être est-ce le moment d'une intensification. Comment savez-vous faire la différence? S'il n'y a pas de peur, vous saurez soit qu'elle va s'approfondir, soit qu'elle va se terminer. Waouh! Ou elle va continuer. La peur vous fige là où vous êtes. J'ai compris. J'ai compris. Donc, voyons quelques questions que vous avez envoyées durant notre cours. Linda, Tokyo, Japon, comment puis-je faire la différence entre une décision de l'ego et une décision consciente? Je suis dans un mariage sans sexe et j'aimerais partir. Je suis effrayée, j'ai vécu dans le moment présent durant les 8 dernières semaines. La réponse ne me vient pas. C'est ce que Linda veut savoir. Ah oui. Comment puis-je faire la différence entre une décision de l'ego et une décision consciente?
Je suis dans un mariage sans sexe et j'aimerais partir, mais je suis effrayée. Vous venez juste de le dire, vous venez juste de le dire là. Oui, et une chose en plus ici, parfois quelque chose vous vient. Voilà ce que je vais faire, dit votre mental. Ok, maintenant je sais ce que je vais faire. La question est de savoir d'où vient la prise en compte de ce que vous savez, de ce que vous avez à faire. Vient-elle de l'ego ou du niveau plus profond de votre être? Comment puis-je faire la différence? C'est une différence qualitative, une différence, pourrait-on dire, de fréquence vibratoire. Si elle provient du niveau plus profond de vous-même, du calme intérieur, elle est toujours associée avec de la paix. C'est la paix, c'est une prise de conscience paisible. Absolument. S'il y a de l'agitation ou de la peur et que la personne dit « maintenant je sais ce que j'ai à faire » ou s'il y a de la colère, de l'agitation, de la peur, cela provient des niveaux superficiels. Et une autre chose que je dirais à Linda de Tokyo au Japon, une autre chose, si cela vient de l'espace intérieur dont nous parlons dans le chapitre 8, si cela vient de la conscience ou de l'espace intérieur et non de votre ego, non seulement vous allez vous sentir en paix, mais vous n'aurez pas à demander à 15 personnes « est-ce que c'est juste de faire ça ?» Oui. Vous saurez que c'est la chose juste. Vous saurez que c'est la chose juste. Et j'ai réalisé que si vous opérez à partir de la conscience plus élevée, ou comme nous l'appelons dans ce chapitre l'espace intérieur, que ça soit d'acheter une paire de chaussures ou de prendre une décision importante, si cela vient de l'espace intérieur, vous connaissez la réponse. Quand c'est en dehors de vous-même, si c'est votre ego, vous devez demander au vendeur, vous demandez à vos amis, vous demandez à tout le monde, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ces chaussures? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, mais quand vous êtes en paix avec vous-même, la réponse est claire. C'est comme ça que vous le savez. Oui, une certitude paisible, tranquille, puissante, tranquille, paisible. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce qui est juste pour vous. C'est comme l'autre jour quand j'ai dû annuler un engagement et je disais que je n'annule jamais les choses. Mais après avoir annulé, j'ai senti un tel calme et j'ai su que c'était la décision juste. Bien que ça puisse être contrariant pour d'autres personnes, j'ai senti un tel calme par rapport à ça, et cela est vrai pour n'importe qui prend une décision. Quand vous prenez la bonne décision, vous sentez un calme par rapport à ça. Oui, et la même chose pour les relations. Mettre fin à une relation, si cela provient de l'endroit juste, vous partez, mais vous êtes en paix. Vous n'avez pas peur. Non. Vous pourriez encore être triste, néanmoins. Oui, il peut y avoir de la tristesse. Et de la déception. La chose intéressante concernant la tristesse, c'est bien sûr, la tristesse peut aussi émerger quand un proche décède. Il peut y avoir de la tristesse, et s'il y a acceptation, parce que la mort est l'un des exemples principaux concernant tout ce qui disparaît. Avant que la forme de vie ne disparaisse, tout le monde, si vous vivez avec un partenaire, soit votre partenaire vous quittera, soit vous le quitterez, tôt ou tard, en mourant. Donc, il s'agit de permettre au changement de se produire. Permettre au changement de se produire. Et vous dites que la clé pour comprendre cela aussi passera, en haut de la page 225, c'est de savoir que la non-résistance, le non-jugement et le non-attachement sont les trois aspects fondamentaux de la liberté véritable et de l'illumination authentique. C'est difficile d'être dans la non-résistance, le non-jugement et le non-attachement quand c'est votre mari qui dit « je veux plus être dans cette relation ». Oui, il y a, si vous partagez un long passé avec une autre personne, cela peut aussi être un membre de la famille ou un parent, c'est peut-être parfois plus dur d'être présent quand il y a un long passé dans la relation. Je comprends ça. Mais une fois que vous constatez et acceptez la nature transitoire de toutes les choses, ainsi que l'inévitable changement, vous pouvez apprécier les plaisirs de la vie quand ils durent, sans peur ni anxiété. Oui. J'ai trouvé cela si brillant, la façon dont vous avez écrit cela. C'est ce qui est magnifique quand on est capable de jouir des choses de ce monde en sachant que rien ne va durer. Rien ne va durer. Et en fait, vous pouvez en jouir plus profondément quand vous n'êtes plus avec la peur que cela puisse finir. Car cela va finir. Oui. Et alors quelque chose d'autre le remplacera. C'est un va-et-vient continu. Je comprends ça. Ce soir, nous sommes sur Skype encore avec le groupe d'études de Los Angeles qui s'est rassemblé au Body Tree. C'est un point de repère à Hollywood. Hello, bonsoir à tous au Body Tree. Hello, hi.
Oh, Bigre, voilà nos étudiants du Body Tree. Nick a une question concernant le fait de trouver son but. Et je sais que c'est quelque chose qui est dans l'esprit d'un certain nombre de nos étudiants. Hello Nick, nous vous écoutons. Hé Oprah, comment ça va? Eh, tout va bien. Ma question est essentiellement... Eh bien, on doit s'inquiéter de beaucoup de choses dans la vie. Vous devez aller travailler, vous devez payer vos factures, la facture de votre téléphone portable grossit dans le moment présent. Mais si vous ne travaillez pas aujourd'hui, cela ne marchera pas le mois prochain. Donc comment vivez-vous dans le moment présent tout en continuant de vous inquiéter pour votre retraite, d'investir dans votre futur, de ce que vous allez faire pour payer vos factures, faire ce que vous devez faire, vous savez, dans ce monde égocentré, particulièrement à Los Angeles. Donc ce que vous dites est comment le fait de devenir qui nous sommes réellement, comment faire si le fait de devenir qui nous sommes vraiment n'est pas pratique financièrement. C'est cela que vous demandez, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce qui se passerait si je voulais aller quelque part en montagne juste pour devenir qui je suis? Je devine que finalement, je serais affamé ou gelé, mais je veux dire, vous savez comment intégrer cela dans votre vie quotidienne? Comment être dans le moment présent, être l'essence de qui vous êtes sans souffrir sur le long terme? Comme par exemple l'écureuil souffrirait et mourrait s'il n'a pas mis de côté des noix pour le futur. Ok. Oui, j'ai une question que vous aviez envoyée plus tôt, Nick, où vous avez dit c'est bien et élégant de dire des choses concernant le fait de devenir qui vous êtes vraiment et que être qui vous êtes signifie être. Mais comment faisons-nous cela tout en continuant de payer nos factures? Ok, merci. Bonne question. Cependant, la question, les tout premiers mots de votre question contiennent déjà une erreur et il est facile à comprendre. Si une erreur se niche dans une question, il est vraiment difficile de lui donner une réponse. Voici l'erreur. Vous avez dit, nous devons nous inquiéter concernant le paiement de nos factures et toutes ces sortes de choses. Est-ce vrai? Non. Vous devez payer vos factures, mais vous ne devez pas vous inquiéter concernant le paiement de vos factures. Et l'écureuil doit stocker des noix, mais il ne s'inquiète pas à ce sujet. Seuls les humains s'inquiètent concernant leurs noix. Vous pouvez être présent à ce que vous faites ne veut pas dire que vous négligez vos affaires quotidiennes et autres. Cela veut dire que vous les traitez d'une manière différente, d'une manière en fait plus puissante et plus efficace. Vous abandonnez la partie inquiétude, vous continuez de payer vos factures, mais vous lâchez l'inquiétude à propos du paiement de vos factures. De la sorte, vous apprenez de l'écureuil comment vivre. Car s'inquiéter est votre choix. Vous voyez cela, n'est-ce pas, Nick? S'inquiéter est votre choix. Vous savez quoi, parfois quand je ne m'inquiète pas, j'ai eu des moments dans ma vie où je ne me suis pas inquiété, où je me suis en quelque sorte laissé porter par les vagues de la vie et n'ai pas fait grand-chose concernant les situations en espérant qu'elles s'arrangent d'elles-mêmes. Et elles ne se sont pas arrangées. Je veux dire, m'inquiéter m'a bel et bien aidé dans le passé à mettre les choses en ordre et à me maintenir sur les rails. Je suppose que, pour moi, dans ma vie, être avec l'essence, avec mon soi spirituel ne suffit pas. Je dois être activement inquiet concernant le business qui est de survivre quotidiennement. Vous savez ce que doivent faire la plupart des gens. Ça se discute. C'est vrai qu'il vous faut passer à l'action. Ça n'est pas vrai qu'il vous faut vous inquiéter pour être capable de passer à l'action. En fait, vous pouvez en faire l'expérience. Dans votre vie quotidienne, commencez avec des petites choses. Disons que vous avez une pile de factures à payer. Comment est-ce que vous approchez ces factures? Allez-vous vous inquiéter pendant la nuit qui précède ou pendant la journée? Est-ce que je vais être capable de payer? Vous prenez simplement une facture après l'autre, vous la regardez, vous la formulez. Ok, est-ce que j'ai l'argent sur mon compte ou non? Si je n'ai pas l'argent sur mon compte, je dois faire quelque chose pour gagner plus d'argent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mettre ça de côté, attendre, je peux poser cette action, prendre le téléphone, faire un appel, présent, efficace, puissant, mais pas d'inquiétude. Vous verrez alors que toute votre vie deviendra non seulement plus efficace et plus puissante, mais encore plus facile. Elle se déroulera avec plus de bien-être. Dans la nature, rien ne s'inquiète. Tous les animaux font ce qu'ils ont à faire, mais ils n'ont pas à s'en soucier, ils sont actifs. Tout est en action dans la nature, les arbres sont actifs, l'herbe, les fleurs, tout est en action et dégage de l'énergie. Seuls les humains s'inquiètent et pensent qu'ils ont besoin de l'inquiétude afin de survivre dans ce monde. Vous n'avez pas besoin de l'inquiétude, vous avez besoin de l'action, mais pas de l'inquiétude. Oui, c'est un point intéressant. Si vous avez déjà été enceinte
safari ou vu des animaux qui chassent ou qui sont tués. Vous savez, ils partent à la chasse et je suis sûre que tout le monde a vu la série Planète Terre, n'est-ce pas, Nick, où vous voyez les animaux? Non, Oh, Nick, vous devez voir Planète Terre. non, mais vous savez quoi, ce qu'il disait, je suis désolé, ce qu'il disait me Nick, rappelle. procurez-vous Planète Terre et vous verrez tous ces animaux chasser d'autres animaux. Et ce que vous avez dit me fait penser que quand un animal en chasse un autre, il le fait simplement, il ne s'inquiète pas. J'espère que je trouverai un lapin aujourd'hui. J'espère que je trouverai un lapin aujourd'hui. Oui. Oui. Continuez, Nick, continuez. Vous voulez continuer, oui? J'allais dire que cela me rappelle le muguet qui ne s'inquiète pas de se fermer dans la Bible. Il le fait simplement, il existe simplement. Le moineau, le corbeau ne s'inquiète pas de comment il va trouver son prochain repas, il le fait. Et ça me rappelle cela ici. Mais je pense, je crois à ces hippies en Inde qui ne sont toujours pas revenus, ils sont juste fauchés, ils ont emmené tout leur idéalisme là-bas. Nick est en train de dire, c'est très bien pour ces trucs de la Bible et pour le muguet, mais écoutez, je vis à Los Angeles et je dois m'inquiéter pour ça. Il y a-t-il quelqu'un derrière vous au Body Tree qui est en désaccord avec Nick, qui a le même genre de problème, sans pour autant s'inquiéter? Venez au micro, là. Venez ici, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Jessica. Oh, hello Jessica. Donc, que voulez-vous dire concernant ce dont nous avons parlé? Vous savez, il y a en page 238, et ça concerne le fait de devenir un avec la situation et que la solution émerge de là. Et j'ai toujours été ce genre de personne qui agit d'abord et ensuite gère l'espace intérieur, et tout ça plus tard. Mais je me demandais, comment gérez-vous cela avec des choses comme ça, dans le cadre des relations ou des choses comme les problèmes de poids et tout ça? Devenez-vous juste calme en espérant qu'une réponse viendra ou continuez-vous à en chercher une encore activement à l'extérieur? Ok, ce à quoi vous vous référez se trouve à cette page. Il est dit, vous ne réagissez pas. Ce que je dis là, c'est que vous ne réagissez pas contre la situation lorsqu'elle se Vous présente. vous fondez en elle. Oui, vous deviendrez. Et la solution se présente à partir de la situation. Oui, maintenant, il ne faut pas confondre ça avec la tendance à rester inactif, à simplement rester assis là, attendre et ne rien faire du tout. Ce que cela veut dire, c'est qu'il n'y a pas de résistance intérieure face à cette situation qui se présente. Parfois, des choses arrivent quand vous avez un projet, quand vous avez un certain travail à effectuer. Quelque chose survient, un obstacle se dresse dans ce que vous voulez faire, une personne, une circonstance apparaît. Et donc, pour beaucoup de gens, aussitôt qu'un obstacle se présente, ils résistent, se retrouvent dans un état négatif et essaient de se battre contre l'obstacle. Ils se battent contre l'obstacle plutôt que d'accepter intérieurement le moment présent tel qu'il est et de se dire « Ah, la situation a changé ». Nous avons mentionné le changement. Les situations changent continuellement et le monde ne fait pas nécessairement ce que vous voulez qu'il fasse. Donc, vous faites face à une situation et tout changement qui se produit est immédiatement accepté à l'intérieur et grâce à l'acceptation, vous répondez à la situation. Ici, vous n'accusez pas, vous ne donnez pas tort, vous ne vous plaignez pas de la situation en vous-même ou auprès des autres. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui dépensent énormément d'énergie inutilement qu'ils pourraient employer pour traiter la situation. Mais ils dépensent énormément d'énergie en se plaignant dans leur tête et auprès des autres à propos de ce qui s'est passé. Au lieu de le regarder et ce qui est arrivé et de se dire « Ah, c'est comme ça, c'est comme c'est, que puis-je faire maintenant ?» Un instant de calme, de silence et l'action se produit. Pas de lamentation, pas de résistance, pas de combat. Aucune personne, contre aucune personne, aucune situation vécue comme des ennemis, ce qui à nouveau consommerait inutilement beaucoup d'énergie et produirait beaucoup d'énergie qui sabotera ce que vous voulez faire. Encore une fois, vous dites, si au lieu de réagir à une situation, vous fusionnez avec elle, la solution émerge toute seule de la situation. En réalité, ce n'est pas vous, la personne qui regarde et écoute, mais la quiétude vigilante elle-même ou l'espace intérieur. Quand je dis que la solution émerge de la situation, cela ne veut pas dire que vous ne faites rien. Dans certains cas, c'est vous qui allez poser un acte, mais il surgira d'un endroit puissant du fait de faire un avec la situation. Je pense aussi, Jessica, demandez à Nick de revenir au micro.
Merci, Jessica. Nick, revenez ici. Nous n'avons pas fini avec vous. Je pense aussi que vous représentez réellement beaucoup de gens, notamment les jeunes, qui m'ont dit personnellement ou qui ont envoyé des emails et qui pensent qu'être en alignement avec qui vous êtes vraiment signifie être et s'éveiller à votre but et que c'est être dans une sorte de passivité où vous êtes juste assis à attendre un de ces moments où quelque chose se passera sans rien faire vraiment. Le vrai but de ce livre entier et le travail de la spiritualité est que nous alignions nos personnalités avec notre âme ou un niveau de conscience supérieur. Et vous utilisez votre ego ou personnalité pour faire cela. Vous permettez à votre personnalité de servir l'appel de la conscience qui vous a mis ici sur Terre en premier lieu. Et vous faites cela. Tout prend un sens. Vous avez l'emploi nécessaire qui vous donne le salaire que vous avez besoin au moment voulu, car vous êtes aligné. Donc, vous ne vous inquiétez pas plus par rapport aux choses, car vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Vous ne vous stressez plus par rapport aux choses, car vous ne permettez pas à votre ego de déterminer et de définir qui vous êtes dans le monde. Donc, vous n'agissez pas à partir d'un soi extérieur, mais à partir de l'espace intérieur ou conscience, de telle façon que tout soit en alignement. Et ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas je ne peux pas payer mes factures tant que je découvrirai qui je suis plus tard. C'est aligner votre personnalité avec une conscience plus élevée de telle façon que vous soyez une conscience plus élevée. Vous agissez à partir du lieu de l'être et c'est l'espace intérieur qui dirige et qui guide votre vie et non pas l'espace extérieur. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Désolé si je vous ai rendu folle, Oprah. Mais je comprends, c'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Non, vous ne me rendez pas folle. C'est juste que j'entends souvent ça. Plutôt, aujourd'hui, ma styliste disait « Et concernant ma passion, vous voulez que j'abandonne ma passion ?» Non, cela ne concerne pas le fait d'abandonner votre passion. Cela concerne le fait de ressentir votre passion plus profondément. Oui. Et être aligné là-dessus. Comment savez-vous ce que vous voulez ou si votre passion n'est pas guidée par l'ego ? Et si je voulais être, je ne sais pas, une rockstar et que ça soit complètement dirigé par l'ego et que cela n'aide le monde en aucune façon, mais que je continue à travailler dans cette direction. Cela ne servira à personne d'autre que moi. Et si ma passion n'est pas appropriée, vous savez ? Si elle n'est pas appropriée, non, c'est ok, parce que vous pouvez ne pas savoir jusqu'à ce que vous ayez accompli ce que vous vouliez accomplir, qu'il s'agisse de l'ego ou non. Quand vous obtenez ce que vous vouliez atteindre et que vous remarquez très vite que cela ne vous satisfait pas, c'était l'ego. Vous pouvez, donc c'est un processus d'apprentissage. Personne ne dit que vous ne devriez pas essayer d'atteindre ceci ou cela. Si vous avez envie d'obtenir ceci ou cela, allez-y et voyez ce qui se passe. Si cela ne vous satisfait pas, c'est l'ego. Et les plus grandes rockstars sont ceux qui sont rockstars parce que c'est ce qu'elles ont à faire et qu'elles jouent pour des foules immenses ou dans leur garage juste pour les membres de leur famille. Ils chantent car c'est ce qu'ils doivent faire. Les plus grands danseurs dansent parce qu'ils le doivent et ils deviennent des rockstars ou des danseurs étoiles parce que cela vient d'une passion, d'une telle pureté et c'est ce que le monde ressent. Car il dure. Oui. Les gens qui opèrent du véritable espace de la passion. Et ils ne le font pas parce qu'ils veulent faire de l'argent, ni pour le soi égoïque. Oui, C'est ce que je pense. très bien. Et c'est bon de vous parler, Nick. Merci, désolé que cela ait pris tant de temps, mais c'était un plaisir d'être là. Merci à tous au Body Tree. Jessica, Nick, tous nos amis du Body. Ok, maintenant, nous avons un email de Soumaya de Bethléem qui nous dit « Je vis sous occupation militaire, j'ai assisté à la destruction de ma maison et je ne sais pas comment appliquer vos théories quand l'extérieur est si hors de mon contrôle. Comment puis-je être en paix quand il y a des soldats derrière ma porte ?» Voilà une question pour vous. C'est bien sûr l'expérience de beaucoup de gens dans ce monde. Si vous regardez ce qui se passe dans ce monde,
Les gens sont tout le temps confrontés à de la violence, avec des pertes. Ils perdent leur maison, ils perdent des membres de leur famille. Est-ce possible ici d'atteindre un état d'abandon? Est-ce possible d'accepter ce qui est apparemment inacceptable? Et pour certaines personnes, cela a été possible. Je sais qu'il est possible d'accepter ce qui semble inacceptable. Et si vous acceptez l'inacceptable, vous irez très profond, très rapidement. Ce qui autrement prendrait de nombreuses années de réalisation pour réaliser, cela vous mènera à un point très profond si vous acceptez quelque chose, tel qu'une grande perte dans votre vie. En prison, je reçois continuellement des lettres de gens qui sont en prison en ce moment. Cela est inacceptable. Certaines prisons sont des endroits horribles. Et des gens là vivent dans l'agonie, la souffrance, la colère et le ressentiment. Et certains, une minorité, quelques-uns, ont réalisé qu'ils peuvent vivre dans un état d'abandon intérieur qui n'est pas négatif. C'est une pleine acceptation du fait que c'est comme c'est dans l'instant. Car ils sont dans la non-résistance, le non-jugement, le non-attachement. Oui, parce que, et vous l'acceptez, parce que, pourquoi devriez-vous l'accepter? Parce que c'est à cet instant. C'est donc, peu importe ce que c'est, accepter l'existence de ce moment vous mène dans un endroit de paix intérieure et aussi un endroit de pouvoir. Il vous faut aller, pour accepter l'inacceptable, il vous faut vraiment aller très profond et apporter un oui très profond à cet instant. Un oui sans compromis. Je pense que beaucoup de gens ont un problème avec le mot accepter, car accepter, pour beaucoup, veut dire excuser. Non. Ce que vous voulez dire avec le mot accepter, c'est ne pas nier ce qui se produit. Alors Oui. que vous résistez si vous continuez à résister. L'exemple que vous utilisiez plus tôt dans notre cours est vous êtes dans la boue, bloqué dans la boue, les roues sont dans la boue en premier lieu. Il vous faut reconnaître, accepter le fait, je suis bloqué dans la boue avant de pouvoir vous extraire de la boue. Vous ne pouvez continuer de dire je ne suis pas dans la boue. Non, et ne vous dites pas je ne devrais pas être là, pourquoi ça m'arrive-t-il? Je ne peux pas croire que je suis dans la boue. Et c'est alors que toute l'énergie va dans la plainte et dans la résistance. C'est juste, j'ai compris. Christina vit à Toronto, au Canada, et nous Skype de son salon familial. Christina, votre question? Hello Oprah, hello Eckhart. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu peur de conduire pendant 16 ans maintenant. J'ai eu un accident de voiture sérieux et cela m'a empêché, vous savez, d'assumer mes responsabilités familiales. Mon mari a eu un tel fardeau. Il doit amener nos enfants à leur activité, etc., de s'absenter à son travail pour les amener au rendez-vous chez le docteur. Donc ma question, mais juste du fait de lire Nouvelle Terre, j'ai commencé à conduire. Ma question est comment puis-je rester dans l'espace intérieur dont vous parlez en page 238 de telle façon que je puisse rester derrière le volant? Je veux dire, les choses se passent bien maintenant, mais si cette peur revient se glisser, comment la gérerai-je? Je ne sais pas si je veux que vous soyez derrière le volant, si je suis sur la route et que vous essayez de faire ça. Oh, mais ne me dites pas ça! Non, ok. D'abord, vous êtes maintenant capable de conduire, c'est merveilleux. L'ancienne peur est partie, mais maintenant, une nouvelle peur est arrivée, et cette nouvelle peur est que l'ancienne revienne. Et c'est souvent le cas, les gens nourrissent une peur concernant une peur. Est-ce que je vais à nouveau être dans la peur? Le mental a tendance à faire ce genre de choses parce qu'il se projette dans l'avenir et dit « Est-ce que je vais rester sans peur ou est-ce que la peur va revenir ?» Donc réalisez que c'est votre mental qui essaie de prévoir quelque chose et de cette façon de créer un nouveau niveau de peur par-dessus la peur originelle qui a déjà disparu. Donc ayez confiance qu'elle ne reviendra pas, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider cela. Au fond, consciemment, apprécier la conduite, apprécier d'être assise dans la voiture, apprécier d'être assise au feu, apprécier la conduite elle-même. J'ai plaisir à conduire, c'est pour moi une chose très agréable à faire. Et sentez-vous à l'aise installé dans la voiture.
Ce que je faisais souvent et que je ne fais plus beaucoup, je prenais ma voiture et je me rendais dans un lieu isolé. Je restais assis dans la voiture, je méditais ou j'écrivais. J'aimais être dans la voiture, donc utilisez le plaisir. Plus vous trouverez du plaisir et moins probable sera le retour de la peur. Donc recherchez le plaisir, cela a à voir avec l'appréciation du moment présent, la conduite elle-même, le mouvement, etc. Et n'allez pas dans votre tête, ne suivez pas cette pensée quand elle dit « Est-ce que ça va durer ? Est-ce que cet état d'être sans peur va durer ?» Juste rester dans l'instant présent. Demeurez dans l'instant présent. Plus vous demeurez dans l'instant et moins il y a de risques que la peur ne revienne. Elle ne peut pas réellement revenir quand vous êtes dans le moment présent. Ce n'est que lorsque vous quittez le moment présent qu'elle reviendra. Ou bien vous allez dans le passé et vous vous rappelez quelque chose qui est arrivé dans le passé, vous avez quitté le moment présent. Ou bien vous allez dans le futur et vous vous dites « Est-ce que je vais de nouveau avoir peur d'une certaine manière ?» Donc, plus vous demeurez dans le moment présent et plus vous empêchez la peur. La peur provient du passé ou du futur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, Yvonne. Quelle est votre question? Ça concerne cela aussi passera. Et ce que vous dites sur ça. Comment être porte-parole pour le changement sur la planète où les choses vont mal et rester encore présent dans la quiétude et créer l'action sans être affecté par les choses horribles qui se produisent. Cela m'apparaît comme un paradoxe. Être présent et ensuite travailler pour un changement dans le futur. Vous disiez comment puis-je être une voix pour un changement planétaire et dire réellement je ne suis pas dérangé par ce qui se passe parce qu'il se passe tellement de choses folles se produisent dans le monde. Comment pouvez-vous juste dire comment ne pas être dérangé par les sévices sur les animaux? Oui, ne pas être dérangé par les sévices sur les animaux, toute la violence qui se passe dans le monde et juste dire cela aussi passera. D'abord, bien sûr, l'anglais utilise deux expressions qui sont proches et cependant très différentes. Parfois l'expression « ça ne me dérange pas » est interprétée par des gens comme signifiant « je m'en moque ». Les expressions « je m'en moque » et « cela ne me dérange pas » sont très différentes. « Cela ne me dérange pas » ne signifie pas que vous vous en moquez, cela signifie qu'il y a un espace de paix à l'intérieur de vous qui n'est donc pas dérangé et c'est un endroit paisible. Et à moins que vous ne soyez enraciné dans cet endroit paisible à l'intérieur, en fin de compte, vous ne pouvez pas être un agent du véritable changement positif dans ce monde. Votre état de conscience est ce qui se transmet lui-même à travers tout ce que vous faites. Et c'est seulement si votre état de conscience est en paix que la paix peut être reflétée, quoi que vous fassiez. Et vous pouvez être un agent de la paix dans ce monde de folie et de violence, à travers quoi que vous fassiez extérieurement. Vous pouvez amener du bon sens dans ce monde de positionnement dominé par la folie. Que cela soit pour cette chose particulière qui vous concerne ou non, si vous êtes dans un état de conscience où vous êtes en paix, tout ce que vous faites dans le monde apportera la paix. Oui. Et c'est ainsi que vous changez le monde. Oui, et tout ce que vous ferez, tout ce que vous faites sera rendu beaucoup plus puissant, cela sera renforcé par cette conscience, plutôt que de reposer sur l'antagonisme, sur la pensée « je dois combattre ces gens en percevant comme des ennemis les situations vécues par les gens », tout ça est l'ancienne conscience. Vous ne pouvez pas changer ce monde avec l'ancienne conscience ou en appliquant les structures et les moyens de l'ancienne conscience. Oui, une des choses que vous aviez partagé avec nous plus tôt, ce qu'il disait Yvonne dans un de nos cours précédents, est que vous ne pouvez apporter un changement en vous battant contre quelque chose. Et une façon d'être sûr que quelque chose échouera est quand vous dites c'est une guerre contre. La guerre contre, quoi que ce soit, ne peut être gagnée. Donc, vous ne pouvez pas le combattre. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire, vous pouvez agir de façon puissante, mais c'est à partir de cet endroit fondamental de paix intérieure. Les gens ne réalisent pas, beaucoup de gens ne réalisent pas encore que l'action très puissante émane de l'endroit de la paix intérieure. Ils croient qu'ils ont besoin d'être agités pour amener le changement.
Le fait que ça vienne de la paix intérieure pour motiver d'autres personnes à s'inquiéter de ce qui se passe pour qu'ils puissent agir différemment dans leur vie afin d'avoir un impact sur la planète, c'est la chose qui a tendance à m'inquiéter. Que le concept puisse rendre les gens apathiques, comme je vais jeter ma cigarette par terre et elle ira dans l'océan. Et ça ne me dérange pas ce qui se passera. Non, ce n'est pas le cas. Vous voyez les conséquences de toute action. Si vous êtes présente, vous ne ferez donc pas des choses inconsidérées qui, en fait, produisent de la souffrance. C'est seulement quand vous n'êtes pas présente que vous produisez de la souffrance sous une forme ou une autre. Je revois ça. Quand vous êtes présente, vous ne générez pas de souffrance pour vous-même ni pour autrui. C'est le seul endroit duquel vous ne générez pas de souffrance. Et alors déjà, vous êtes déjà au commencement du changement du monde. À ce moment-là, peu importe ce que vous faites, vous pouvez simplement dispenser de l'information, mais de l'information qui rend les gens conscients de certaines choses. Les gens ont donc des choses très importantes à faire. Le moyen par lequel vous dispensez de l'information sera également renforcé par votre état de conscience. Il ne s'agira pas de donner tort aux autres. Donner tort aux autres gens provoque une réaction, ce qui vous piège dans la même vieille histoire. Vous avez expérimenté cela, n'est-ce pas, Yvonne? Vous avez été dans la rue et quelqu'un essaye de vous donner quelque chose. Et si c'est une personne vraiment agitée ou que vous ressentiez sa peur et son agitation, vous ne voulez pas prendre la brochure. Mais si la personne vous la présente avec calme ou une certaine paix, vous êtes plus encline à vouloir même engager une conversation avec elle. Je l'ai expérimenté cela en le faisant moi-même, il y a une quinzaine d'années en tant que fervente écologiste, à dire aux gens quoi faire et bien sûr à les observer faire l'opposé et inspirer finalement l'exact opposé de ce que je voulais. Donc j'ai travaillé les 6 dernières années avec le pouvoir du moment présent à être présente. Mais pour ça j'ai dû arrêter de regarder les atrocités du monde. Et maintenant je suis prête à revenir et je veux garder le côté spirituel, mais en même temps ne pas laisser le monde me déprimer et être capable de faire quelque chose et participer à un changement positif. Oui, c'est votre défi désormais. Votre défi désormais et votre pratique spirituelle maintenant, c'est d'équilibrer les deux de sorte que vous puissiez agir et permettre le changement dans le monde sans perdre votre enracinement dans l'être et votre présence. Donc c'est un équilibre, un acte d'équilibre. J'apprends lentement ce que vous venez juste de dire concernant le fait d'accepter l'acceptation. L'acceptation profonde du monde tel qu'il est et que je réalise finalement. Je commence à le comprendre en profondeur et que ça n'est pas l'acceptation du c'est bien, mais seulement du fait que c'est ce qui se passe. Que c'est ce qui se passe. Oui, et que vous soyez plus en colère ou plus contrarié, cela continue de se passer. Oh oui, oui. Cela ne sert à rien, je comprends ça, mais alors comment continuer? C'est un long processus. Il y a encore 2 semaines, encore 2 chapitres. Merci. Oui, le chapitre Votre raison d'être profonde va beaucoup aider à cela. Merci. Dites à Nick qu'il vienne pour le prochain chapitre. J'ai encore des choses à lui dire. Merci à tous. Nathalie vit en Australie mais est en vacances dans sa famille et nous Skype de la cuisine de son amie en Angleterre. Hello Nathalie. Hello Oprah, hello Eckhart, comment allez-vous? Nous allons bien tous les deux, merci. Tout ça m'enthousiasme beaucoup. En page 239, dans votre livre, vous dites que certaines personnes se sentent plus en vie lorsqu'elles voyagent ou se rendent dans des lieux inconnus et des pays étrangers. Parce que dans ces moments-là, leur perception, l'expérience fait plus appel à la conscience qu'à la pensée. Depuis le cours sur le 3e chapitre, j'ai partagé des vacances étonnantes avec ma famille et nos amis à travers l'Europe. J'ai été capable d'apprécier mes vacances bien plus en pratiquant les enseignements que j'ai lus dans le livre et les choses que j'ai appris dans le livre. Mais ma vie de retour chez moi n'est pas comme mes vacances. C'est vraiment très rempli. J'ai un travail et 3 enfants et mon mari a sa propre entreprise. Et en y réfléchissant, je pense que j'étais tellement occupée que je n'étais pas alignée avec le bruit constant dans ma tête. Je me sens vraiment super bien en ce moment et je veux ressentir la même chose quand je reviendrai chez moi. Donc ma question est, comment faire la transition entre ces vacances merveilleuses et le retour à ma vie normale chez moi? Ok. C'est une bonne question. Oui, merci. Oui, c'est une bonne question. La vie quotidienne de beaucoup de gens peut vraiment les attirer dans un lieu d'inconscience à cause des choses répétitives de leur vie. Donc,
il vous appartient, de retour à la maison, d'amener, d'inviter un état différent de conscience autant que possible dans votre vie quotidienne, dans la routine quotidienne de votre vie. Invitez un état de présence. Quand vous êtes engagé dans des choses que vous faites quotidiennement, de façon répétitive, des choses qui sont d'habitude des moyens pour une fin, conduire les enfants à l'école, aller faire les courses, vous pouvez voir combien de choses sont un moyen pour une fin dans votre existence quotidienne. Et ce n'est pas un mode de vie très puissant quand presque tout ce que vous faites au quotidien est un moyen pour quelque fin. Parce qu'il faut que vous fassiez ceci et il faut que vous fassiez cela. Donc amenez de la présence là, au lieu de traiter tout ce que vous faites comme étant un moyen pour une fin. Autant que possible, faites-en une fin en soi. Par exemple, quand vous allez en voiture de tel endroit à tel autre, soyez absolument présente à chaque instant. Regardez autour de vous, soyez vigilante, comme si vous voyiez les choses pour la première fois. Les arbres, les gens, la circulation. Et vous faites cela sans étiqueter les choses. Sans étiqueter mentalement ce que vous êtes en train d'expérimenter. Soyez là en tant que présence consciente en faisant vos courses au supermarché. Cela s'appelle percevoir sans nommer. Percevoir sans nommer. Soyez là à chaque pas. Regardez les choses autour de vous. De quoi ai-je besoin? Soyez conscient de chaque mouvement, de tout ce qui se trouve autour de vous, de telle sorte que cela ne soit pas une chose quotidienne. Tout ce que vous faites a simplement lieu maintenant, ce n'est pas une répétition. Et je vous promets, si vous commencez à faire cela dans votre vie quotidienne, ce qu'il dit en page 252, chaque jour, autant que cela vous est possible, servez-vous de la conscience que vous avez du corps subtil pour créer de l'espace. Quand vous attendez, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous prenez une pause pour regarder le ciel, un arbre, une fleur, votre conjoint ou un enfant, sentez en même temps la vitalité qui est en vous. Ce faisant, une partie de votre attention ou conscience reste dans le domaine du sans forme, alors que le reste est utilisé pour le domaine du monde de la forme. Chaque fois que vous habitez votre corps de cette façon, vous disposez d'un ancrage pour rester présent, au moment présent. Le corps vous empêche donc de vous perdre dans les pensées, les émotions et les situations extérieures. Quand vous comprenez vraiment cela, ce qu'il dit en page 252, Nathalie, tout autour de vous prend une qualité magique. Je peux vraiment témoigner de cela, que simplement le fait de faire des choses routinières devient presque comme si vous aviez des révélations juste en faisant les plus petites choses. Vous savez, nettoyer les... J'ai ressenti cela en ce moment car nous avons vu plein de choses étonnantes et rencontré tellement de gens différents et été dans des endroits où ils parlent de langues différentes. Mais je sais que chez moi, ce que je fais, quand je fais quelque chose, je pense à la chose suivante que je vais faire. Donc j'ai vraiment besoin... Ce que je voudrais vous dire, ainsi qu'à tout le monde, quand vous commencez à mettre cela en pratique, et je l'ai fait moi-même durant les 8 dernières semaines, quand vous commencez à mettre ça en pratique, tout est étonnant. Oui. Tout devient étonnant. Le fait que inspirer et expirer avec vos poumons devient étonnant. C'est ce que fait le moment présent. Il vous amène à un niveau de conscience, de présence, où juste le fait d'être est étonnant. Et vous n'avez pas besoin de partir de chez vous pour expérimenter cela. Oui, c'est la clé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a sur le tableau derrière? J'ai cru voir mon nom là, quand l'écran était plus large. N'est-ce pas écrit Oprah? C'est ma fille, Georgie. Elle dort car il est 3 heures du matin. Elle voulait dire hello, donc elle a écrit hello Oprah. Hello Georgie. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Au revoir, merci. Ce que Nathalie disait, c'est toute la question de l'éveil au but de notre vie. Et la semaine prochaine, nous allons parler de notre raison d'être profonde. Par ce dont j'essayais de dire à Nick, peut-être de façon trop véhémente. Ça s'est passé comme ça quelquefois quand je parlais à Gail. Quand il dit « je ne comprends pas » et que je vais dire « bien, la raison est… » Eh bien, Nick représente environ 50 millions de personnes qui sont semblables. C'est juste, qui ressentent ça. Bien, écoutez, je dois faire de l'argent, je dois faire de l'argent. Mais ce dont nous allons parler la semaine prochaine, Nick, est que quand vous allez vous aligner avec votre raison d'être profonde et laisser votre raison d'être profonde déterminer ce que vos actions extérieures sont, vous ne vous inquiétez pas.
Vous ne vous inquiétez jamais. Peu importe combien vous faites d'argent, vous ne vous inquiétez pas, car vous êtes en accord avec votre vie. Vous êtes en accord avec votre vie. Oui, bien. Vous savez, je pense que beaucoup de gens ressentent parfois que c'est difficile, et oui, je deviendrai spirituel, mais laissez-moi faire de l'argent d'abord. Je veux être spirituel et tout ça, mais je dois d'abord faire de l'argent. Oui, en fait, ça se trouve dans le Nouveau Testament où il est dit laissez-moi d'abord faire ceci. Ils sont invités dans le royaume des cieux et ils disent laissez-moi d'abord faire ceci et ils trouvent une nouvelle excuse. Laissez-moi d'abord faire ceci, je dois d'abord faire cela. Ensuite je serai prêt. Bien sûr, ça n'arrive jamais. Le ensuite ne vient jamais. Donc, il y a Barbara de Shanghai, en Chine, qui écrit « Je trouve cela vraiment ardu d'être l'observatrice d'un environnement de travail difficile, particulièrement quand je suis frustrée avec mes employés et que je dois les discipliner. Quelles sont les choses que je peux faire pour surmonter la situation ?» Bien, là, vous utilisez l'une ou l'autre des choses pratiques qui sont expliquées dans le livre. Une ou deux respirations conscientes aussi souvent que possible. Contactez le ressenti du corps subtil, les vibrations du corps subtil, surtout quand vous êtes en train d'écouter les gens. Alors déjà, vous ressentez là une énergie différente. Vous écoutez à partir d'un état différent de conscience quand vous êtes en contact avec le corps subtil, tandis que vous écoutez autrui. Et beaucoup de choses... Quelqu'un qui dirige un service ou quoi que ce soit, ou quoi que fasse la personne qui nous questionne, ils doivent probablement gérer beaucoup de monde tous les jours, ce qui implique d'écouter les gens, bien sûr, en plus de leur parler. Donc, soyez là en tant que ressentez la vie à l'intérieur pendant que vous écoutez autant que possible. Prenez des respirations conscientes pendant que vous êtes engagé dans des choses. Amenez des espaces, de petits espaces dans votre vie quotidienne. Des petits trous sans... C'est plus important que faire... C'est merveilleux de faire une méditation à la fin de la journée, mais amener des petits trous, des petits espaces dans vos activités journalières est encore plus important. J'aime là où vous parlez en page 232. Vous dites aux gens d'éviter de regarder les émissions et les publicités qui vous assaillent par une succession rapide d'images qui changent toutes les 2 ou 3 secondes. Plutôt que de regarder les émissions au hasard, choisissez celles que vous voulez vraiment regarder. Chaque fois que vous le faites, observez la vitalité que vous ressentez dans votre corps pendant que vous regardez, ou bien prenez de temps en temps conscience de votre respiration. Éloignez votre regard de la télévision à intervalles réguliers afin que votre sens de la vue ne soit pas totalement pris en otage. Nous venons de faire une émission l'autre jour sur le fait d'abandonner les choses dont vous seriez prêt à vous passer. Et cette famille qui a laissé leur ordinateur et leur télévision pendant 1 semaine, et leur petit garçon de 5 ans pleurait parce qu'il devait arrêter l'ordinateur. Sa maman venait dans la chambre, restait derrière, debout, à l'appeler par son nom, et il ne pouvait l'entendre car il était si hypnotisé par le jeu vidéo avec lequel il jouait. Qu'est-ce que nous faisons à nous-mêmes et surtout à nos enfants avec les jeux vidéo, la télévision, qui est presque une forme d'hypnose pour les gens? Oui, et cela retire votre attention du corps. C'est comme une perte, une fuite, une perte d'énergie, surtout pour les jeunes enfants. L'énergie est absorbée très facilement, donc c'est une perte continue d'énergie et ils ne peuvent pas se concentrer à cause des images qui changent rapidement à l'écran dans beaucoup de programmes. L'aptitude à se concentrer de façon prolongée sur quelque chose est considérablement affaiblie. Bien, j'ai pensé ça. C'est pourquoi nous avons tant d'enfants avec un trouble déficitaire de l'attention, car ils ont grandi dans un monde où il y a 30 secondes, 30 secondes et 30 secondes. Oui, ça veut dire que la qualité de votre vie est également diminuée parce que la qualité de votre vie dépend beaucoup du niveau de votre attention. L'attention est qualitative. Donc si vous ne pouvez pas donner d'attention à une chose de façon prolongée, cela entame la qualité de votre vie et de ce que vous pouvez faire. Donc, les parents doivent faire attention à leurs enfants. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite priver vos enfants de toutes ces choses, étant donné qu'ils en dépendent. Mais avec douceur, diminuez le temps qu'ils consacrent aux jeux vidéo et avec douceur, réduisez le temps qu'ils passent à regarder la télévision. Car il y a une conséquence, comme vous dites. Donc quand vous regardez la télévision, vous avez tendance à tomber en dessous des pensées
pas à vous élever au-dessus d'elle. C'est ce qui se passe aussi avec la drogue, l'alcool et la télévision. Même si vous êtes un peu dégagé de votre mental, vous payez une fois de plus le prix fort, la perte de votre conscience. C'est ce qu'elle est censée faire, n'est-ce pas, la plupart du temps? Notre émission, néanmoins, est censée vous rendre plus conscient, je dois le dire. Je sais ça. Quand j'écrivais, il y a ici ou là, il y a des émissions de télévision qui ont été d'une grande aide pour beaucoup de gens et ont élevé leur niveau de conscience. C'est mentionné quelque part dans le livre. Vraiment? Merci, vous auriez pu juste mentionner le Oprah Show. J'ai vu que vous aviez écrit il y a quelques émissions. Vous auriez pu juste mettre entre parenthèses le Oprah Show, par exemple. Mais la plupart du temps, la télévision est conçue pour nous engourdir. Oui, et nous avons ici le concept intéressant de l'élévation au-dessus de la pensée et de la chute en dessous de la pensée. Donc, ce en quoi nous sommes engagés ici, la plupart des gens sont au niveau de la pensée, ils sont contrôlés par leur mental, ils s'identifient avec leur mental. Ce travail que nous faisons ici, si on peut l'appeler travail, ce n'est pas vraiment du travail, élève au-dessus de la pensée. Être présent signifie être élevé au-dessus de la pensée. Vous êtes pleinement conscient et il n'y a pas ou il y a peu d'activité mentale. Pouvez-vous me dire pourquoi vous dites en page 233 « Assurez-vous de ne pas aller directement au lit après avoir éteint le poste ou pire, de ne pas vous endormir pendant que le poste est en marche. » Je sais que mon ami Gail regarde parfois la télévision qui dit « Je ne sais si c'était moi ou mes pieds qui regardaient car elle s'endort avec la télé allumée. » Ok, dans ce cas, toute l'agitation que vous venez de regarder et vous venez de passer beaucoup de temps sous le niveau de la pensée, dans un état d'ignorance et d'inconscience. Et si vous vous arrêtez là, cela affectera la qualité de votre sommeil. Et vous remarquerez aussi en vous réveillant le matin que vous n'êtes pas aussi reposé. Il est essentiel de s'endormir depuis un lieu de conscience et non pas d'inconscience. C'est alors que la qualité de votre sommeil est bien meilleure et que vous vous réveillez requinqué. J'ai remarqué cela. Vous voyez, je ne regarde pas la télévision avant d'aller au lit. Je regarde très peu la télévision, mais j'ai remarqué que si je médite avant d'aller dormir, j'ai un meilleur sommeil. Oui, et je recommande aux gens, alors qu'ils sont couchés et prêts à s'endormir, de se mettre sur le dos, d'amener leur attention, de scanner votre corps avec toute votre attention, des pieds jusqu'à la tête, les mains, les bras. Ressentez ensuite la vie intérieure du corps alors que vous êtes étendu là. Vous êtes allongé dans le champ d'énergie de votre corps. Cela veut dire aussi que vous avez très peu de pensées qui émergent ou même que vous n'en avez pas parce que l'attention se déplace dans le corps. Et là, de là, vous vous endormez. Maintenant, cela pendant 5 ou 10 minutes. C'est une façon très agréable de dire au revoir à cette journée et de s'endormir. C'est beaucoup plus vivant. C'est en fait joyeux d'être allongé là dans ce champ d'énergie. Et ce champ d'énergie dont vous parlez est exactement le sujet de tout ce chapitre. C'est le champ d'énergie de l'espace intérieur. Allez à l'intérieur du corps et permettez-vous d'être l'observateur du corps. Oui. Et vous vous connectez avec l'énergie, vous fusionnez avec le champ d'énergie. Et bien sûr, le corps est constitué principalement d'espace vide, 99,999% de vide. Les physiciens nous disent que l'espace entre les molécules, les atomes qui constituent le corps, que les espaces entre les atomes est si vaste que votre corps est constitué de 99,999% de vide. C'est beaucoup pour mon cerveau de recevoir ça maintenant. Mais je veux vous remercier de nous rejoindre. Ce 8e cours sera disponible demain gratuitement sur oprah.com et iTunes. Et si vous voulez voir les leçons précédentes, vous pouvez le faire aussi. Cette semaine, vous pouvez mettre à jour vos cahiers et vous préparer pour notre prochain cours, chapitre 9, votre raison d'être profonde. Nous nous approchons de la fin. Votre raison d'être profonde, à vous tous qui lisez ce livre à la recherche de votre raison d'être profonde, ce sera sur ce sujet. Merci de nous amener dans l'espace intérieur. La semaine prochaine est sur la raison d'être profonde. Et comme je disais à Nick tout à l'heure, quand cela définit ce que vous faites dans le monde, cela vous met en alignement et toutes les choses viennent. Oui. Telles qu'elles doivent venir. Ensuite se produit l'alignement de votre raison d'être intérieure et du but extérieur.
Oh, c'est ça. Merci à tous. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Faisons notre clap de fin. Nous ne l'avons presque pas fait la semaine dernière et les gens se sont plaints. Au revoir à tous.